Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité politique autour de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 a été marquée cette semaine par la requête en constatation d'inéligibilité du candidat du Parti Univers qui a saisi le Conseil constitutionnel. Maître Akeremouna a fait recours à la haute juridiction pour demander l'invalidité du candidat Paul Biya. Une requête qui n'a pas eu de suite favorable. De même, le Conseil a examiné la requête relative à l'utilisation des couleurs, logos et autres symboles choisis par différents partis politiques. À ce sujet, la requête déposée par le FSNC contre l'UDC a été jugée irrecevable. On a bien sûr suivi l'examen d'autres requêtes au niveau du Conseil constitutionnel, notamment celle opposant le SDF au PURSE. À scène de presse ce soir, nous discutons de cette actualité du Conseil constitutionnel tout en évoquant le débat sur le candidat consensuel recherché par les partis dits de l'opposition. Nous parlerons aussi de la surveillance du vote pour une élection crédible et transparente. Enfin, notez-le, nous ferons une ouverture sur la place du cacao dans la nouvelle économie mondiale. Pour cet échange, la CRTV a fait venir Charles Ebouné, journaliste, grand reporter, chef d'unité des affaires diplomatiques à la CRTV. Bonsoir Charles. Bonsoir Séverin. Merci d'être là. À côté de vous, Léon Dassi Ndidjou, bonsoir. Bonsoir Séverin et bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. C'est toujours avec un plaisir renouvelé qu'on se retrouve sur votre illustre plateau. On espère bien qu'en ce jour dimanche, on sera à la hauteur des attentes des uns et des autres par rapport aux différentes thématiques qui sont sur le plateau. Je profite également pour dire un bonsoir spécial à qui j'ai beaucoup de références, à savoir honorable président Thomas Damjoya, qui m'a fait l'honneur de saluer tous les Camerounais qui nous écoutent ce soir sur ce plateau. Léo est journaliste, chef de service politique du quotidien Le Messager. Merci d'être venu. Vous sortez directement de Fumban. Oui, vous avez honoré ce rendez-vous. Merci. Vous êtes parfois aussi communicant de l'UDC, il faut le souligner. Tout à fait. En face de vous, vous avez Roméo Arnaud Nouattala. Bonsoir. Bonsoir Séverin. Je dis également bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de la CRTV. Je ne vais pas oublier... Séverin, nous sortons fraîchement comme ça de notre grand meeting qui s'est déroulé du côté de Ngaoundéré vendredi dernier. Et je ne saurais manifester ce désir d'exprimer mes amitiés et le regret une fois de plus à notre camarade, le député de l'arrondissement de Bellel, qui nous a quittés aussi juste avant ce meeting. Nous agressons une fois de plus à Mondovision les sincères condoléances à la grande famille de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès et à sa famille nucléaire. Vous l'avez compris, Roméo Tsala est journaliste, chercheur en anthropologie, membre de la cellule nationale de communication de l'UNDP. On a beaucoup de journalistes militants ce soir. Je termine par David Melvin Eboutou. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous les copanélistes, toute ma sympathie renouvelée aux millions de téléspectateurs de la CRTV. Merci une fois de plus de me faire l'amitié de me recevoir. Docteur chercheur en histoire des relations internationales, spécialiste du panafricanisme, une fois encore, vous avez fait beaucoup d'efforts pour être avec nous parce que vous sortez d'un voyage, un long voyage d'ailleurs. C'est vrai, un périple presque qui m'a conduit en Europe pendant un peu plus d'un mois, d'ailleurs en Italie, à Paris, à Nantes, à Monaco et à Brême, c'est dans le nord-ouest d'Allemagne. Et donc je suis là depuis 2 jours, très exactement. Mais quand Séverin vous passe un coup de fil, c'est un devoir d'être là. Merci beaucoup, c'est un honneur. Nous serons rejoints tout à l'heure par Timothée Abena, qui est journaliste également, directeur de publication de La République. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la CRTV. Nous savons que la période est très chargée pour les journalistes, les analystes politiques que vous êtes. Les 21 et 21 août 2025, le Conseil constitutionnel a examiné la requête relative à l'utilisation des couleurs, logos et autres symboles choisis par différents partis politiques. En fait, la requête du FSNC, le Front pour le salut national du Cameroun contre l'UDC, Union démocratique du Cameroun, a été déclarée irrecevable. En d'autres termes, Issa Chiroma a perdu l'affaire face à la candidate Patricia Ndamjoya. Ensuite, il y a eu l'examen de la requête du candidat Akeremouna relative à l'inéligibilité du candidat Paul Biya.
celle-là, cette requête qui a fait la une de tous les journaux. Le Messager, par exemple, a parlé du saut de l'inéligibilité. Le Guardian Post et Émergence l'ont suivi dans cette voie, tandis que Mutation a titré « Gouvernance par procuration recevable ou irrecevable ». Eh bien, compte tenu de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, la presse, dans son ensemble, s'est posé des questions sur le fondement même de cette candidature, ce recours de Maître Akere Mouna. Passons sur le sort qui a été réservé à cette requête et posons-nous de bonnes questions. La démarche du candidat Mouna était quoi, de votre point de vue? C'était un coup de com', un coup de pub? C'était une démarche normale ou simplement, on va dire que c'était une distraction? Léo. Merci pour la question, mais je respecte le candidat Akere Mouna avec l'univers qui porte sa candidature. Et nous avons pour coutume, à l'Union démocratique du Cameroun, de ne pas porter sur la place publique une critique vis-à-vis de la conduite. Comme journaliste maintenant? Bien sûr, je reviens là-dessus. Bon, maintenant, en tant que journaliste, lorsque je regarde le timing de ce pouvoir, enfin de cette... de traîner la candidature du RDPC devant la juridiction, j'interprète ça sur deux paliers. Le premier, c'est que il s'agit visiblement certainement, je ne suis pas conseiller de M. Akere Mouna, certainement il s'agit pour lui une façon d'entrer de manière fracassante sur la scène politique qui semble de plus en plus morose pendant cette période de pré-campagne. Donc un coup de com', un coup de pub, enfin, quelque chose de ce genre-là. Bon, si je dis ça, on va me tirer dessus. Je préfère dire que de manière fracassante pour laisser aux uns et aux autres d'apprécier. Donc, c'est une situation morose. Deuxième chose qu'il ne doit pas quand même perdre de vue, même si c'est une com, c'est ce qu'on veut, ce n'est pas faux, ce lexique-là. Mais le deuxième point, c'est qu'en réalité, pendant cette période avant la fermeture des candidatures, il y a eu beaucoup de boucliers qui ont été levés contre la candidature du pouvoir. Ça veut dire que le président Biya, tellement il y a eu... Jamais on a vécu ça au Cameroun, hein. Ça, il faut, si vous remontez, je ne vais pas revenir sur ça, vous allez voir tellement qu'il y a eu des questionnements, des troubles, des procès avec Ninche, etc., avec ces ministres qui démissionnent de manière fracassante en disant qu'il y a eu ceci ou cela. Ben, on connaît comment le président Biya fonctionne. Chez nous, à l'UDC, quand on regarde, ça ne nous fait pas grand-chose parce que on va dire qu'il est décédé, après vous le voyez, il ressort là, requinqué, après on va dire qu'il est monté, il est descendu, après il est là. Donc pour nous, nous ne sommes pas émus par rapport à tout ça. Nous disons que bon, le président Biya, il est candidat, nous avons pris acte. Je ne vois pas qui peut revenir dès que le Conseil constitutionnel a déjà dit le droit. Nous ne voyons pas qui peut revenir sur cela. Donc nous sommes concentrés sur l'essentiel. Ça veut dire que ceux qui ne voulaient pas qu'il soit candidat doivent se mettre dans la tête en tant qu'opposant ou ce qu'on voudra, qu'il est candidat et nous travaillons désormais comment faire pour qu'il soit perdant à l'élection 12 octobre. Ça, c'est notre préoccupation maintenant et nous croyons que nous allons y arriver. Alors, Roméo... Cela est de son droit parce que saisir le Conseil constitutionnel n'est pas une faute. Mais maintenant, les issues de ce Conseil constitutionnel... Mais si par exemple on est hors délai? Nous ne le disons pas, mais on peut regarder, d'abord ça s'est dit aussi hein, dans l'opinion. Oui, bon, l'opinion donne son point de vue, mais en journalisme, on parlait de la véracité des faits. Il y a ce qui est et ce qui devrait normalement être, mais l'opinion est libre de penser ce qu'ils veulent. Mais maintenant, saisir le Conseil constitutionnel jusqu'à vendredi, comme l'a fait le président Akere Mouna, cela reste également dans les textes. Mais maintenant, parce que le Conseil constitutionnel devait rendre 3 jours après la décision après la saisie, le maître Akere Mouna, normalement, devait savoir que toute question qui relève des tribunaux n'est pas de la compétence du Conseil constitutionnel. Parce que déposer un recours pour constater l'inéligibilité du candidat du RDPC, pour moi, cela ne relève pas du Conseil constitutionnel. Il faudrait qu'il saisisse les juridictions compétentes qui vont mener des enquêtes et qui vont donc rendre un verdict. Malheureusement, ils s'en vont directement au Conseil constitutionnel qui n'est pas compétent. Et raison pour laquelle vous avez constaté que ce recours a été irrecevable. Mais moi, je félicite nos institutions parce que c'est la bonne marche de la démocratie. La liberté de chaque Camerounais
la liberté d'expression, la liberté de saisir telle ou telle juridiction, mais ce qui est là, la Constitution, comme nous, par exemple à l'UNDP, en tant que maintenant membre de la cellule nationale de communication, nous restons un parti républicain, nous respectons toutes les décisions prises par les institutions constitutionnellement installées. Charles, donc on dit que Maître Akeremouna aurait pu se concentrer sur l'élaboration de sa stratégie de campagne comme candidat, au lieu de gaspiller son temps dans le contentieux préélectoral inutilement. Ceux qui ont dit ça ont raison. Maître Akeremouna, candidat, qui a décidé de saisir le Conseil constitutionnel vis-à-vis la non-participation, selon lui, du président Paul Biya à l'élection présidentielle, la dépendance du président Paul Biya aux forces étrangères, au Conseil constitutionnel, a le droit également. Mais voici ce qui est la vérité. 1. Les délais constitutionnels fixés par la loi pour saisir le Conseil constitutionnel vis-à-vis l'inéligibilité des candidats sont déjà passés. En termes de temps, le candidat de l'univers Akeremouna ne peut pas donc avoir une issue favorable vis-à-vis son dossier. Deuxième chose qu'il évoquait dans sa requête, la gestion par procuration au Cameroun. La gouvernance par procuration. Tout à fait. Je souhaite que nous évaluions ce sujet ce soir à scène de presse d'une manière constitutionnelle. Il a évoqué l'article 118 du Code électoral, tout à fait. Insinuant l'incapacité physique et cognitive du président sortant. Écoutez, la deuxième partie de la Constitution camerounaise, dans son article 10, alinéa 2. Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement ou bien à un autre fonctionnaire de l'État dans le cadre de leur mission. C'est ce que la presse camerounaise a qualifié le représentant personnel du président de la République dans les cérémonies. Et cet article règle un problème de la disponibilité du chef de l'État. Le président de la République ne peut pas être partout tout le moment. Il n'y a que Dieu qui est être partout à tout le moment. Deuxième partie, alinéa 2 ou 3. La Constitution dit en cas d'incapacité temporaire du président de la République d'exercer ses fonctions, il peut déléguer le Premier ministre. Au cas où ce dernier n'est pas disponible, il peut déléguer un autre membre du gouvernement d'exercer ses fonctions présidentielles temporairement. Cette partie règle la condition médicale du président. Même si le président Paul Biya dépendait des influences étrangères, comme il le dit, pour diriger le Cameroun, le Conseil constitutionnel est en même temps incompétent. Parce que si même le président Paul Biya a fait ça, ça serait une trahison. Et selon la Constitution camerounaise, la seule juridiction compétente à juger le président de la République sur la trahison de l'État camerounais, c'est la Haute Cour de la Justice, qui est la dernière institution prévue par la Constitution qui n'est pas encore mise en place. Et si ma compréhension de la loi est très bien faite, ce pouvoir est exercé par la Cour suprême du Cameroun. Alors, docteur Boutou, vous donnez quelle lecture à... Il y a eu d'autres recours, hein, mais nous insistons sur celui-là parce qu'il a fait du buzz, il a fait la une de tous les journaux, on en a parlé. Ça se comprend parce qu'on parlait quand même du président Paul Biya. À la suite des autres interventions, auxquelles je souscris d'ailleurs aux analyses, aux grilles d'analyse, j'y vois deux autres grilles d'analyse. La première s'aligne à celle de M. Daci, parce qu'on ne peut pas enseigner le droit à M. Akeremouna. Donc, il serait un peu condescendant de penser qu'on peut interpréter les textes de loi de notre pays à l'intention de M. Akeremouna. Et quand on l'a dit, cela présuppose que, en s'engageant dans cette requête-là, il savait exactement ce qu'il visait. Et c'est d'ailleurs pour cela que je vais tenter donc deux grilles de lecture qui, de mon point de vue, ont davantage motivé cette posture-là. La première, c'est celle qui va justement à la suite de Daci, qui rappelait que nous sommes quand même dans une période où les
différents candidats à cette élection présidentielle souhaitent avoir des projecteurs de lumière sur eux, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, quelqu'un me rappelait qu'un moment comme celui-ci, pour un candidat à l'élection présidentielle, il faudrait absolument qu'on parle de lui en bien comme en mal, mais pourvu que vous existiez dans la mémoire collective de ceux qui sont concentrés dans ce grand moment de notre pays. Alors, en le faisant, je crois effectivement, la preuve, nous sommes en train de parler de Maître Akeremouna. Je ne crois pas que s'il était resté dans son coin, on parlerait de lui. Et il me semble qu'au sortir de cette émission, en fait, quelques téléspectateurs qui nous regardent et qui ne le connaissaient pas, peut-être vont s'intéresser pourraient s'intéresser, pourraient aller scruter le profil, les idées, ce qu'il propose en termes de projet de société. Ça, c'est la première grille. La deuxième, c'est que, vous savez, nous sommes dans un contexte où il y a un des candidats majeurs quand même qui a été mis de côté, un des potentiels candidats. Je parle du professeur Maurice Kamto, qui a un électorat assez brumeux, assez bruyant, qui nous a habitués à des coups de buzz, qui aime beaucoup tout ce qui est bruit, un électorat vraiment brumeux. Et quand Maître Akeremouna vient déposer ce type de recours, je crois que quelque part, c'est pour appâter l'électorat du professeur Maurice Kamto. Ne l'oublions pas. C'est important parce que on a bien vu qu'il y a des effets de drague de cet électorat-là, foncièrement contestataire, qui est aujourd'hui appâté, dragué par certains candidats. Vous savez très bien qu'il y a eu des rapprochements, il y a des discussions, il y a même eu des actes politiques qui interrogent, mais qui vont dans le sens, justement, de démontrer qu'il y a des candidats aujourd'hui qui voudraient s'allier cet électorat-là, qui existe malgré les reproches, les controverses qui accompagnent généralement cet électorat-là. Il me souvient, je prends un exemple, un cas illustratif, le ministre Chiroma a presque limogé sa secrétaire générale à travers une raison farfelue que nous avons trouvé, en tout cas moi, j'ai trouvé farfelue, une dame quand même, Madame Soga, qui portait haut le parti, dont on voyait partout, mais dont la raison, voilà, avait trait au fait que, voilà, elle aurait fait des sorties qui tensaient les militants du MRC. Et quand on a vu la posture... Ça relève du fonctionnement normal des partis politiques. Non, ce que je veux dire... Il y a des moments de brume, il y a des moments... Oui, ce que je veux dire... d'accolade aussi. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que nous, analystes politiques, qui lisons entre les lignes, qui regardons les postures des acteurs politiques, nous disons que cela n'est pas anodin. Parce que poser un tel acte politique en ce moment précis, en réalité, c'est une façon de draguer un électorat souvent brumeux qui aime ce type de politique spectacle et qui peut se dire, voici quelqu'un qui pourrait porter nos voix puisque notre hégémon a été mis de côté. J'ai écouté avec beaucoup de peine ce que mon ami Charles disait tout à l'heure. Il a essayé, ou bien il a tenté de faire un coup de droit magistral à Maître Akeremouna. J'étais mal à l'aise, mon cher ami, parce que Maître Akeremouna sait de quoi il est question lorsqu'on parle de droit dans ce pays. Dr Eboutou en a parlé tout à l'heure. Lorsqu'il parlait d'influence, il ne parle pas d'influence étrangère. Il a parlé dans sa requête de ce que dans ce pays, certainement, et cela participe de la rumeur ambiante, jamais critiquée, qui voudrait qu'aujourd'hui le président de la République soit entre guillemets pris en otage par certaines forces. C'est de ça qu'il est question. Il rentre dans cette... Pour lui, il dit des instructions sont données par des tiers non élus, y compris des fonctionnaires censés être apolitiques. Mais ce que semblait dire Charles, c'est que cette question ne devrait pas se poser parce que l'article 10, alinéa 2 de la Constitution règle cette question. Le président peut déléguer... Charles, vous me laissez passer. Oui. Le président de la République peut déléguer certaines de ses fonctions au Premier ministre, aux autres membres du gouvernement et à certains hauts responsables de l'administration de l'État dans le cadre de leurs attributions respectives. J'ai bien compris, s'il te plaît. J'ai bien compris. Ce que je veux dire, et je pèse mes mots, c'est l'ambiance politique. L'ambiance politique. Qu'est-ce qui alimente la vie politique du Cameroun au quotidien? J'ai le privilège d'être journaliste, je suis ce qui est dit, ce qui est avancé, les énoncés, et surtout, jamais critiqué ou mis en doute par les acteurs qui sont précisément étiquetés. Ça, c'est un construit qui alimente. Et aujourd'hui, quand Maître Akeremouna rentre dans cette... souffre d'écouter, apprend à souffrir sans parler. Et lorsque Maître Akere s'engouffre dans ce trou-là, vous comprenez que c'est parce qu'il a... Écoutez, il y a des hommes politiques dans ce pays qui sont dans l'administration publique.
mais qui sont brocadés du jour au quotidien. Non, on n'a jamais démenti ça. Je me demande comment ils s'en sortent. Hein. Ça veut dire, on dit tellement de choses sur ces autorités-là, et le silence. En face, il y a un silence sidéral. Vous vous demandez, mais comment on fait pour qu'il y ait tant de bruit? J'avais ça bruit parce que ce n'est pas avéré. C'est pourquoi je parle de bruit. Et on continue de fonctionner avec cela. Il n'y a personne qui se lève pour dire, écoutez, c'est faux, c'est de la rumeur. Apprends. Oh là là. Et voilà le problème. Écoutez, bon, parle maintenant alors, comme tu veux forcément parler. Écoutez, je n'ai aucun coup de droit à faire à mon cher illustre président de la République potentielle, Akere Mouna. Formidable. Je simplement relis la loi. Et pour ma souvenance de la jurisprudence administrative au Cameroun, Paul Biya, étant secrétaire général de la présidence de la République, avait eu délégation de signature. Samuel Eboa a eu délégation de signature. Senghar Nko a eu délégation de signature. On dit les secrétaires généraux de la présidence. Tous les secrétaires généraux de la présidence de la République à Tangana Mebara. Je ne vois pas pourquoi, en 2025, la délégation de signature donnée au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, est considérée comme gouvernance par procuration. Quand j'ai déjà dit ça, il y a quelque chose qu'il faut savoir. En 1972, lorsque on passe de l'État fédéral à un État unitaire, le président de la commission de la révision de la Constitution est le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, alors que le pays avait un vice-président de la République qui s'appelait Solomon Tandem Mouna. Je m'arrête là. Très bien. C'est vrai, je voulais un peu ajouter quelque chose. C'est vrai que ça ne sera pas méchant de le dire ou de le penser. Ceci est en quelque sorte une distraction. Pourquoi? Parce que nous sommes à un moment crucial. Nous sommes à un moment où les Camerounais devraient normalement prendre la décision la plus essentielle, parce que c'est l'avenir des Camerounais qui est joué ici. Et aller au Conseil constitutionnel, comme l'a fait tous ces requérants, c'est en quelque sorte perdre le temps. Pourquoi? Parce que il faudrait que les candidats et tout leur arsenal se concentrent sur la campagne qui est à venir et la mobilisation des potentiels électeurs. Mais maintenant... Mais la loi encadre toutes ces choses-là. Si votre nom ne sort pas sur la première liste, le premier tri de l'ECAM, vous estimez que votre candidature... Charles, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, Charles. Le Conseil constitutionnel ont le droit de le faire. Charles, je n'ai pas fini. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise par rapport à ces décisions de l'ECAM, la loi vous autorise à aller au Conseil constitutionnel. Si vous faites le choix des logos, des sigles pour les bulletins, hein, le premier, la première, et il y a un problème, vous allez au Conseil constitutionnel. Donc, si Maître Akere Mouna l'a choisi, il a certainement ses raisons, peut-être. Oui, à l'entame de mes propos, j'ai dit que c'est le droit de tout citoyen, tout acteur politique, de saisir les instances compétentes pour un problème ou un autre. Mais maintenant, lorsque on est un expert, parce que le bâtonnier Akere Mouna, ce n'est pas un enfant de la rue, ou bien ce n'est pas un simple élève de lycée ou d'université, mais c'est quand même quelqu'un qui a une parfaite maîtrise de la procédure judiciaire. Alors, lorsqu'on le sait, le docteur Eboutou l'a soulevé tout à l'heure, actuellement, on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas été retenus par le Conseil constitutionnel ni par le Conseil électoral. Il faut les draguer. Et en anglais, on dit « crash my bag and crash your own ». Ça veut dire, vous vous rappelez, en 2018, le bâtonnier Akere Mouna a crash le bac du candidat du Manidem, Maurice Kamto, qui a été recalé. Alors, il faut donc peut-être utiliser toutes les stratégies pour qu'on lui rende l'ascenseur. À ce niveau, bon,
c'est aussi son libre choix d'aller au Conseil constitutionnel et de faire se tenir ailleurs, c'est pas au Conseil constitutionnel. Et de faire, non, parce que Charles, le Conseil constitutionnel est là pour ce genre de recours. On ne peut pas l'en empêcher d'y aller. Mais sauf que nous disons que le moment n'est peut-être pas bien choisi parce que au lieu de se concentrer, vous savez, un parti comme le RDPC est implanté sur toute l'étendue du territoire national. Il fallait peut-être beaucoup plus se concentrer sur l'ensemble du processus électoral qui va avec, mobiliser peut-être les scrutateurs qui vont veiller à ce que le vote se déroule très bien et qu'on puisse contrôler les votes. Aller au Conseil constitutionnel, c'est en quelque sorte perdre le temps. Alors les Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont constaté après la décision du Conseil constitutionnel que peut-être Maître Akéro Mouna aurait pu consacrer tout son temps à mobiliser plus davantage les électeurs, mais lui, il voit que c'est un coup de maître parce que aujourd'hui, voyez-vous, on l'a aussi souligné. Mais le professeur Nkumvondo, qui juridiquement, dont le parti juridiquement soutient la candidature de Maître Akéro Mouna, nous a dit qu'ils n'ont pas un problème par rapport à cela parce que cette candidature est soutenue par plusieurs partis, formations politiques, donc peut-être qu'ils travaillent en interne pour que cela soit fait. Mais ça, c'était une revendication. On va sortir de ce sujet en écoutant Dr Eboutou. Je crois qu'on ne va pas apprendre à faire de la stratégie politique à Maître Akéro Mouna. S'il est arrivé à ce niveau, c'est forcément parce qu'il travaille avec des équipes. C'est parce que lui-même est suffisamment outillé. Il sait exactement les actes qu'il pose en ce moment majeur de notre vie de la nation concernant justement la course à la présidentielle. Et j'insiste là-dessus, je crois que son acte a été mûri, a été pensé. Et la preuve, j'insiste une fois de plus là-dessus, nous sommes en train de parler de lui et c'est des points. En plus, il y a des candidats dont on n'entend pas parler. Depuis la publication des listes, on peut les citer, hein, on n'entend pas parler. Du coup, on en vient même à se demander qu'est-ce qu'ils sont allés faire. Quand je l'ai dit, il y a eu un débat qui a été soulevé de façon subliminale tout à l'heure, celui de l'invalidité et autres. Effectivement, au-delà de ce que mon ami Charles se rappelait, il y a effectivement qu'on peut s'interroger, connaissant, nous sommes au Cameroun, nous ne sommes pas des Tchadiens, et nous savons très bien que le président de la République gouverne par le silence. Il gouverne par le silence, et donc le fait de s'agripper ou de s'accrocher sur une raison d'invalidité de sa candidature, du fait justement qu'on ne le verrait pas aux affaires, m'a semblé un peu banal comme raison. Le Cameroun, pour ceux qui y vivent, comme nous autres, savent très bien que le président a défini une baraque dans laquelle nous tous, on s'y retrouve à travers justement des instruments institutionnels, politiques, juridiques, qui font qu'on sait très bien que tel acte, c'est le président qui y pense, c'est le président qui a donné telle instruction. Aujourd'hui même, on est sous le règne des très hautes instructions. C'est une ingénierie camerounaise qui fait qu'on a fini par se dire, effectivement, le président gouverne par quelques actants et nous, on est obligé de subir. Donc, venir porter cela me renforce davantage. Je ne partage pas l'idée que le président gouverne par silence. C'est-à-dire la mais cela même été consigné par des thèses. Hein. Excusez-moi. Laissez-moi terminer. Il y a même des thèses là-dessus. Et c'est un de vos collègues qui a même soutenu là-dessus. Le professeur François-Marc Modjon. Non, on peut se tromper du choix. Il faut aller le dire à votre collègue. On peut se tromper d'un choix vous me laissez donc finir. Analyser une situation. Charles, je n'ai pas terminé. Dans le sens camerounais, lorsque les gens parlent du silence, c'est de faire du bruit. Non, c'est-à-dire il faut que Paul Biya vienne accorder une interview, il faut qu'il vienne parler un discours. Non, le président de la République parle chaque jour. Et quand je dis parler, le président de la République communique chaque jour. La communication présidentielle, c'est quoi? Elle est verbale et non verbale. Non verbale, c'est la méthode qu'il a pris plus pour communiquer. Chaque jour, il publie sur Facebook. Chaque jour, il désigne tel pour aller me représenter à tel endroit. Chaque jour, il signe les décrets. Qui a nommé les généraux? Qui a envoyé le Premier ministre au Japon? Qui a autorisé le MINFI d'engager 930 milliards? Non. Si vous pensez que... attendez, comme je disais même l'autre jour... à la suite de Léopold, je crois que écouter, c'est un art. Hein, vous avez un problème à... Je vais évoquer même la question parce que quelqu'un m'a posé la question hier.
C'est mon temps de Ce qu'un parole. maître a carrément écrit, c'est les gens qui prennent les décisions au nom du président. Je dis bien, comme il prend les décisions au nom du président, mais former le gouvernement depuis 2019, comme vous dites, former. Alors, vous laissez maintenant que Oui, tout Dr. à fait, Ebouté. je dis- Charles va certainement produire une thèse de doctorat pour répondre à son collègue, le professeur Marc Mouzon. Et il verra il y aura Peut-être c'est peut-être, en cours. voilà, certainement, il y aura donc une discussion technique dans ce sens-là. Mais ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas, c'est que nous constatons effectivement qu'il y a, et j'adopte l'expression de Léo tout à l'heure, qui parlait des bruits qui peuvent en réalité sonner, en fait des bruits politiques. Il parlait des bruits politiques. Effectivement, il y a plus de bruits politiques, mais qui contrastent effectivement avec le silence assourdissant de la parole de l'hégémon central. Nous sommes sous un régime présidentialiste assez fort, qui fait que nous sommes l'un des rares pays où on retrouve encore dans certains ministères des chefs de service nommés directement par décret. Et donc, le président a la main mise partout. Et il nous a habitués ainsi. Ça fait que ceux qui s'interrogent aujourd'hui depuis 5 ans, qu'on ne voit pas trop une certaine vitalité à laquelle, laissez-moi terminer, à laquelle, oh Charles, vous allez rendre cette émission désagréable finalement. Vous savez très Charles, vous allez rendre cette émission désagréable. Ne me faites pas perdre le fil de mes idées. Tout le monde vous écoute. Charles, vous êtes de la CRTV, soyez discipliné. Vous demandez la parole au modérateur. Charles, soyez discipliné. Nous sommes sur un plateau sérieux. Aujourd'hui, que les uns et les autres, habitués au fait que le président a la main mise partout, le fait que depuis quelques années, l'on ne voit plus cette main mise partout interroge. Et c'est donc fort aise qu'un acteur politique prééminent comme Akere Mouna puisse s'agripper sur cette pensée certainement tacite, mais qui est discutée un peu de partout, qu'il s'y agrippe pour en faire un motif de bruit politique. Et cela, il va de sa stratégie. C'est ce que je disais dès l'entame de mon propos, à savoir qu'aujourd'hui, cela lui profite, qu'on le veuille ou pas. Voilà tout ce que je suis en train de dire. Venons-en à la démarche de l'opposition qui, je mets entre guillemets, qui peine à avoir un candidat consensuel. On peut se poser la question aujourd'hui, que sont devenus la plateforme de Fumban autour de la candidate Hermine Patricia Ndamjoya de l'UDC, l'alliance FSNC-UNDP autour du candidat Bello Bouba Maïgari. On n'oublie pas les autres candidats en lice, bien sûr, ils sont nombreux. Le journal de Guardian Post rapporte par exemple que Joshua aussi dit ne pas avoir besoin d'une alliance pour gagner l'élection face à Paul Biya. Alors, qu'est devenue la plateforme de Fumban? C'est une bonne question. J'ai cru entendre groupe, mais vous avez dit plateforme. Ça prouve que c'est vrai, c'est un journaliste talentueux. Merci pour le compliment. Je sais pourquoi je le dis. Enfin, on s'en fout de ça, quoi. Non, avant de répondre, il faut dire clairement que nous avons également été traduits au contentieux constitutionnel, au Conseil constitutionnel par le... Permets-moi de revenir, s'il te plaît, en 2 phrases là-dessus, par le FSNC du Issa Chiroma Bakari sur la question de couleur de bulletin. Cette affaire nous a beaucoup indisposés, je le dis clairement. Le président national de l'Union démocratique du Cameroun a dû faire une déclaration en interne pour dire aux militants et sympathisants que nous regrettons, nous ne comprenons pas, mais nous regrettons. Ça aurait pu aller de façon entre partis politiques. On aurait pu faire un dialogue, dire que, écoutez, pourquoi, au lieu d'apporter ça sur la place publique. Deuxième chose, que c'était du perte-temps. Là, je retrouve mon frère tout à l'heure qui parle du perte du temps. On perd du temps, c'est chronophage, on perd du temps et de l'énergie pour rien. Mais personne ne... Et en même temps, nous avons trouvé que les CAM devraient remonter, mettre là-bas un peu plus haut que désormais, quand vous savez que depuis 1991, l'Union démocratique du Cameroun a telle couleur, tel logo, ça ne devrait pas revenir sur la place aujourd'hui qu'on en soit à faire des débats sur des choses risibles. C'est la loi. Oui, mais attendez. Parce que si l'ECAM ne le fait pas, vous lui direz qu'il n'a pas observé la loi. Je dis que l'ECAM n'a pas. L'ECAM devrait dire à tel parti qui vient de demander, parce que l'ECAM demande au parti de venir déposer les bulletins, les couleurs, etc., donner les couleurs. Mais si maintenant le FSN vient avec la couleur de l'UDC, c'est en interne, au sein de l'ECAM, de dire au candidat du FSN, de dire que, écoutez, ça c'est le couleur de l'UDC. Non, la loi dit à l'ECAM de recevoir
Et c'est un problème. Les éléments déposés par les partis politiques. Mais les amenés par une juridiction. Quand ça ne va pas, vous allez au Conseil constitutionnel que vous l'avez fait. Je ne sais pas pourquoi ça vous gêne. Non, c'est un perdant en fait. Ah, ok. Surtout. C'est un perdant. Et on a dit... Alors maintenant, la plateforme. Bon, pour revenir maintenant à la question de la première question, à savoir la plateforme, qui est la plateforme et non un groupe, comme j'entends les uns et les autres dire. Cette plateforme qui est née ici à Yaoundé, avec un ensemble de partis, de leaders de partis politiques. Nous avons commencé par la plateforme pour la révision consensuelle du code électoral. C'est lorsque maintenant est venu, depuis 2021, et quand est venu maintenant l'heure d'aller à l'élection présidentielle, beaucoup de ces leaders de la première plateforme qui existe toujours parce qu'un protège existe, ils sont tombés d'accord parce qu'ils avaient déjà un langage. Ils ont dit que, écoutez, on va à l'élection, on y est. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cette plateforme devient? Je suis amusé d'entendre ce que les uns et les autres disent là dehors. C'est amusant. Personne ne viendra sur ce plateau, quel qu'il soit, dire sa stratégie en interne. Je suis très content quand les gens disent que nous sommes à vol, j'acclame. Mais on ne va pas dire qu'écoutez, je viens vous dire, oh c'est beau, c'est grand. Il y a des difficultés certainement à cause des égos des uns et des autres, mais cette plateforme marche à merveille. Donc c'est pour dire, c'est vrai, permets-moi s'il te plaît de jouer encore une autre dernière phrase, c'est de dire que cette plateforme va apporter la surprise à ceux qui sont contre l'effort du changement dans ce pays. Nous sommes unis, nous sommes ligués. Aujourd'hui, nous ne tenons pas, on ne parle pas de plus en plus de l'UDC parce qu'en interne, il y a un travail pour trouver un programme consensuel. C'est en cours, je vous le dis. Et aujourd'hui, on attend que cette trouvaille-là soit finalisée pour que désormais on mette sur le marché public ce qui est trouvé de manière consensuelle. Roméo Tsala, entre le FSNC et l'UNDP, il y a un type d'alliance qui se développe, ça se dit dans les couloirs. On a avancé, on pourra trouver un candidat consensuel de ce côté-là. D'accord. Monsieur Séverin, l'idée, le terme consensuel me dérange un tout petit peu. Mais bon, il faut quand même relever que depuis, je vais remonter un peu à notre président national, qui était invité ici sur les antennes de la CRTV après le congrès de 2022, qui avait évoqué beaucoup nombre de choses. Parce que l'élection présidentielle est une élection qui se prépare depuis peut-être 7 ans avant la convocation du corps électoral. Alors, si aujourd'hui, lorsque le président national était passé ici, à la CRTV, il avait dit que son parti se préparait pour l'élection présidentielle. Pour aller à l'élection présidentielle, il faut bel et bien se préparer en implantant le parti suffisamment sur l'étendue du territoire national, en contactant des acteurs majeurs de la scène politique nationale et internationale. Et c'est ce que l'UNDP n'a cessé de faire depuis... Revenons maintenant sur l'alliance avec le FSNC. Parce que vous parlez suffit beaucoup de l'UNDP, on va parler de l'alliance. L'alliance, j'y arrive parce que l'UNDP n'a pas contacté seulement que le leader du FSNC. L'UNDP a contacté, et beaucoup de partis politiques également, les leaders des partis politiques sont venus vers l'UNDP à la veille de cette consultation majeure. Et je peux vous rassurer que le directeur de campagne de M. Issa Chiroma Bakari a été en séance de travail. Directeur de campagne? Directeur de campagne, oui. De qui? M. Issa Chiroma Bakari et le directeur de campagne de M. Belobouba Maïgari, ils ont travaillé intensément la semaine qui vient de s'écouler-ci, et nous ne pouvons pas venir, peut-être sur un plateau de télévision, déployer les stratégies qui sont Personne ne vous demande de le faire. mises sur pied pour l'élection présidentielle. Mais rassurez-vous, les consultations sont toujours en marche et nous travaillons pour que, au soir du 12 octobre, que nous ayons une décision et une orientation politique que nous allons donner à l'ensemble de tous ceux-là qui vont voter pour notre parti. Donc, peut-être dire que c'est ambigu ou alors ça
tâtonne. Non, nous travaillons sur le terrain. Nous continuons également à travailler avec les leaders d'autres partis politiques. D'accord, Roméo. Et très bientôt, Monsieur Séverin, très bientôt, certainement même avant l'ouverture officielle de la campagne électorale qui est prévue pour le 27, l'UNDP va communiquer sur cette position d'alliance ou de formation de candidats uniques. Merci beaucoup, Charles. En attendant le bébé Jésus qui va sauver la planète de ses péchés, en tant que juif, ce que vous appelez surprise et ce que vous parlez... La surprise, c'est Jésus. J'ai dit, vous avez... Parce que tu m'as indexé, non, c'est une métaphore. C'est moi qui... Mais il faut dire ma métaphore. En attendant le bébé Jésus qui va sauver la planète de ses péchés, c'est pas le bébé qui sauve. Vous appelez Jésus ici... avait 33 ans. Oui, ce que vous avez appelé ici surprise de dernière minute. Voici ce que je dirais vis-à-vis la coalition. Je m'intéresse à la difficulté de trouver un seul candidat face à Paul Biya. Qui veut trouver un seul candidat? Qui veut trouver un seul candidat? De l'autre pas côté, de consensuel. Hein? De l'autre côté, il me semble que ce Jésus sera difficile à trouver pour 3 raisons. 1. Lis dans ta boule de cristal, tu nous enseignes. 1. Les gens sont encore extrêmement attachés au régionalisme. Il y a 3 candidats qui viennent du nord-ouest et du sud-ouest et quelqu'un aurait, ce n'est pas aurait, a eu le courage d'écrire sur Facebook que Joshua Oshi du SDF se rallie soit derrière Akere ou bien soit derrière Ateki. Et les gens du sud-ouest se sont levés dans les réseaux sociaux que le SDF, dirigé aujourd'hui par un gars du sud-ouest, qui est depuis là dans la scène politique, aujourd'hui, on lui demande d'être derrière les candidats qui viennent d'arriver. Tu ramènes le débat vers le bas. C'est bas, ça, les arguments de ces gens. C'est spécieux. Deuxième difficulté, je suis mal les différences idéologiques. Le SDF vous a clairement indiqué sa ligne directrice vis-à-vis son chairman et le candidat à l'élection présidentielle. Les gens ne s'accordent pas sur la forme de l'État. Le SDF est pour le fédéralisme, les autres sont pour la décentralisation, État unitaire comme c'est maintenant. Troisième difficulté, l'ego personnel que David Eboutou et les autres ont évoqué. Il me semble que nous n'arrivons pas à voir le Cameroun, mais nous voyons Charles Sebouné, David Eboutou, Romeo Tchala, Dassi qui est assis ici. C'est ça le problème. Parce que si on voyait le Cameroun... C'est toi qui vois, il faut dire pas de toi, mon cher. Ne viens pas salir l'opposition sur ce plateau pour rien. De manière gratuite. J'ai dit la difficulté pour trouver un candidat consensuel. Et je ne dis pas que c'est fermé, j'ai dit la difficulté. Et une difficulté peut être surmontée. Alors, docteur Eboutou, est-ce que l'opposition va finalement atteindre cet objectif relatif à la candidature, à une candidature consensuelle? Alors, il est difficile de répondre de façon sentencieuse à cette question, parce que les discussions sont en cours, il y a des alliances qui peuvent se nouer à tout moment. Et se dénouer aussi. Oui, et peuvent se dénouer également. Mais moi, je me suis prononcé il y a quelque temps en pensant que finalement, quand on observe attentivement ce qui se passe à travers le jeu des acteurs politiques, notamment des différents candidats sélectionnés à cette élection présidentielle, je crois qu'on n'aura finalement pas une candidature consensuelle. J'ai eu l'honneur de faire le tour d'au moins 5 à 7 congrès de partis politiques qui ont investi finalement les candidats. Et quand j'ai écouté les différents leaders de ces formations politiques-là, j'en suis sorti parfois un peu déçu parce que chacun se positionnait déjà pour être soit lui-même candidat, soit alors, au cas où on abordait l'aspect d'une éventuelle coalition, il définissait déjà des grandes lignes pour se positionner comme celui qui serait adoubé ou alors choisi par ce consensus-là. Et j'ai regretté, cela m'a ramené à mon esprit un débat que j'ai eu à Abidjan avec Maître Michel Ndoki qui était venu me voir sur ce que j'ai appelé finalement
l'unicité stratégique des forces du changement autour de ce qu'on pourrait appeler, autour de ce qu'on aurait pu bâtir, par exemple, avec les scrutateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne peut pas aller dans le sens de désigner un candidat unique ou une candidature consensuelle, on aurait pu s'entendre minimalement sur des espèces d'alliances stratégiques qui feraient, par exemple, que on se dise au niveau des forces du changement, parce que je n'aime pas beaucoup l'expression opposition, donc au niveau des forces du changement, que on reconnaît que telle force est ancrée puissamment au niveau du Grand Nord. Alors, on leur demande de s'occuper des scrutateurs de ce côté pour surveiller, par exemple, les votes. On verrait, par exemple, on se départagerait, par exemple, comme ça, des zones d'influence, de manière à ce qu'il y ait une influence impactante directement sur le terrain. Et cela pourrait permettre de rattraper la candidature consensuelle voulue par le peuple et qui n'arrive pas. Donc, si cette candidature n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'étais donc dans cette perspective-là. C'est-à-dire, elle n'arrive pas, mais essayons de rattraper en amenant les leaders à accepter qu'on mutualise les forces, les stratégies pour aller dans le sens justement de créer un rapport de force. S'il te plaît, j'ai la faiblesse de tourner quand même derrière ce leader-là. Je vois ce qu'ils font au quotidien. Il y a certaines choses qu'on peut dire, d'autres on ne peut pas. Pourquoi c'est une faiblesse? Vous avez la chance de voir ce qu'ils font. Oui, mais je veux dire que le mot faiblesse est très mal placé. C'est un mot qui n'a pas sa place ici. Je n'ai jamais trouvé l'opposition camerounaise aussi vent debout comme cette année. Vous voyez, c'est un désordre entretenu qui va vers un objectif. Je commence à dire ce qu'il ne fallait pas dire. Finalement, on va trouver ce candidat. Oui, ça c'est inévitable. Il sera trouvé. Il sera trouvé. Mais c'est que dans le jeu, vous voyez, c'est que la construction programmatique des forces du changement aujourd'hui a les difficultés au niveau de la compréhension de certains acteurs, parce que d'aucuns viennent pensant que c'est des postes de strapontins, alors que précisément d'autres pensent déjà qu'il faut mettre en place le fonctionnement même de l'État du Cameroun dans sa Troisième République. Deuxième chose, voyez-vous, Séverin, depuis que j'observe les forces du changement qui sont en cours aujourd'hui, il y a un deuxième problème qui vient de ce que... Mais je pense qu'il faut relativiser cette expression de force du changement. Le RDPC également mais bien sûr. se positionne comme mais la plateforme est ouverte à tout le monde. Parce que Dr Eboutemou disait qu'il ne peut venir dans la plateforme. Peut venir dans la plateforme, non? Nous sommes dans la réa politique. Ah, tu es du RDPC maintenant. Ah, d'accord. Non, c'est bon, laisse là. Je te défends pas. Non, on évolue. Non, je ne suis pas du RDPC. Non, laisse-moi finir. J'ai compris. Non, c'est pas un problème. Non, un jour tu vas le dire ouvertement. Donc, c'est pour dire qu'au niveau de la plateforme, elle n'est pas fermée. Et jusqu'aujourd'hui, je l'ai dit dans ma première prise de parole, que aujourd'hui, personne n'émerge au sein de cette plateforme, précisément parce qu'elle est en construction au niveau des programmes. Vous allez rejoindre le RDPC. Je vous en prie, monsieur. Et deuxième chose, je veux dire qu'en termes de délai, nous avons jusqu'au 11 octobre au soir, encore, pour décider. La question des 30 millions payés par les uns et les autres a été réglée parce qu'il était entendu que nous nous présentons chacun à l'élection présidentielle. Ceux qui sont retenus vont s'accorder sur un certain nombre de chartes, parce qu'il y a une charte qui a été mise en place. Ils s'accordent sur cette charte-là, ceux qui sont élus. Bon, maintenant, là, ils s'entendent maintenant, ceux qui ont été recalés, etc., maintenant rejoignent la plateforme pour une deuxième phase de la stratégie qui est faite. Pourquoi il n'aime pas laisser les autres parler? Pourquoi tu es allergique à la démocratie? Tu es allergique à la démocratie, toi aussi. Oui, c'est pour dire qu'il faut... Il termine parce qu'on va... Il ne peut pas écouter les autres. C'est pour dire qu'aujourd'hui, j'ai foi. Et il faut dire au peuple camerounais, ayez foi en ces leaders qui donnent de leur vie, de leur temps. Non, je ne suis pas candidat. Je ne suis que communicateur, comme vous voyez. Et pour que notre pays, aujourd'hui, prenne le destin qui est réellement le sien. Donc, le 12 octobre, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Je voudrais dire ceci. En économie, les marchés détestent ce qu'on appelle l'instabilité. Si je dois traduire ça en sciences politiques, les investisseurs détestent ce qu'on appelle l'incertitude. Vous ne pouvez pas venir le 11
octobre, dit à tout le monde que voici le candidat de l'opposition que vous allez voter. Nous tous, on démissionne. Voici. Non, en politique, ça ne marche pas. Tu ne comprends pas français, c'est pour ça que tu dis ça. Madame Kamala Harris n'a pas gagné des élections aux États-Unis. On ne donne pas la nourriture à l'électorat à la dernière minute. Je te dis qu'on a jusqu'à Charles, on va vous dire merci pour votre passage ce soir. Merci pour vos points de vue. Merci. Je rappelle quand même que la presse n'y croit pas beaucoup. Info Matin nous a dit, la semaine qui s'achève, que l'opposition est en désaccord parfait. L'expression politique titre l'opposition en ordre dispersé, Cameroun Diaspora Expression ne trouve pas mieux en mettant à la une le bal des égoïstes et des hypocrites. Mais c'est des sentiments, c'est des avis qui sont donnés. On va continuer à suivre cette actualité comme nous suggère Léo. Et on va voir ce qui va se passer par la suite. On va accueillir bientôt Timothée Essomba Abena, qui est également journaliste, directeur de publication, qui va prendre la place de Charles. Alors, il reste une question obsédante. Une question difficile à oublier ou à ignorer, c'est cette question se rapportant à la surveillance du vote afin de garantir la crédibilité du scrutin. Cameroun Tribune, cette semaine, dans son édition du mardi dernier, insiste sur ce qu'il a appelé le chorus pour la transparence. Lorsque vous observez les faits et gestes sur la scène politique actuelle, on peut se poser la question, est-ce que tout cela nous conduit vers cet objectif, à savoir organiser au Cameroun une élection crédible, une élection transparente? À l'UNDP, nous avons envoyé les représentants dans tous les 58 départements du pays. Et comme je vous ai dit au début de cette émission, nous ne faisons pas des spéculations ou alors nous ne regardons pas dans la boule de cristal pour faire des prévisions hypothético-déductives. Nous croyons en la République, parce que nous sommes un parti républicain, et nous croyons aussi que l'idéal, c'est d'aller aux urnes et que la décision des urnes soit respectée. Pour ce fait, l'UNDP s'apprête scrupuleusement, tout en formant. Déjà, nous avons réussi à envoyer 58 représentants dans tous les départements, et nous avons pour ambition de couvrir tous les bureaux de vote sur l'étendue du territoire national avec au moins 2 scrutateurs de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Je voulais dire quelque chose, vous me permettez cela. Je vais un peu utiliser l'analyse d'un journaliste ici. En matière d'alliance et de stratégie, je pense que normalement, à une élection présidentielle, on ne se lève pas au lendemain. Ce sont des stratagèmes, ce sont les mécanismes qui sont faits en amont. Alors, les alliances sont donc tissées au départ. Vous voyez, l'UNDP qui sort d'une alliance... Vous voulez dire que l'UNDP, le FSNC étaient en discussion depuis bien avant la démission des membres du gouvernement? Non, depuis 2022. Et depuis 2022. Mais maintenant, à l'UNDP, nous préparons cette élection présidentielle depuis la déclaration des résultats de 2018. D'accord. Timothée, est-ce que ce que vous voyez sur la scène politique nationale aujourd'hui vous garantit l'efficacité de l'action qui est menée, à savoir pouvoir organiser à la fin, après 2018, après tout ce qui a été dit, une élection présidentielle crédible, transparente, dont les résultats seront acceptés par tous? Est-ce que les partis politiques vont vers là? Parce que la surveillance du vote suppose le recrutement des représentants dans les bureaux de vote. L'UNDP dit avoir commencé déjà. La prise en compte du changement de la dénomination des bureaux de vote, il est quand même annoncé, des changements, il faut qu'on intègre cela. L'accréditation des observateurs électoraux, tels qu'ils se comportent, les candidats sur la scène nationale, est-ce qu'il y a la garantie que le vote sera surveillé par les forces du changement? Non, à mon sens, il n'y a pas de garantie. Parce que pour surveiller le vote sur l'ensemble du territoire camerounais, il faut minimalement 1 milliard de francs CFA à titre de charge des scrutateurs. Or, l'opposition camerounaise brille par sa carence en matière de finances et son impécuniosité. La dernière scène jeudi au Conseil constitutionnel nous a fait voir des partis d'opposition qui disent prôner une alliance, se crêper le chignon pour des affaires de photos et de sigles ou encore de couleurs. J'ai eu envie de leur poser la question de savoir tous les regroupements
auquel nous avons assisté, de quoi parlait-il là-bas? Si les gens n'arrivent pas à s'entendre sur les plus petits détails, a fortiori sur les plus grands, l'idée ou alors la présomption d'une capacité de l'opposition à s'organiser pour suivre le vote subodore qu'au départ, il se soit entendu au moins pour des questions de sigles, de couleurs et autres. Ceci aurait envoyé un message au peuple politique, c'est-à-dire les 8 millions d'inscrits sur la liste électorale, que voilà des personnes qui sont en train de structurer quelque chose. Mais à partir du moment où Joshua aussi traîne Matomba au Conseil constitutionnel, le FSNC est traîné au Conseil constitutionnel par un autre parti politique, vous pensez que ces leaders vont s'asseoir à quel moment? On ressent donc l'impréparation et ceci s'explique. Comme Sénèque le disait, l'union de deux faibles ne crée pas la force. L'opposition camerounaise est victime du jeu politique qui part largement à l'avantage du parti au pouvoir. Pourquoi? Le RDPC est un succédané historique du parti unique. Il a donc hérité de tout le dispositif logistique et même scientifique du parti unique. Lorsqu'on ouvre le jeu politique et que les autres partis commencent à se créer, ils n'ont pas le temps de rattraper le gap laissé par le RDPC. Ils le savent. Et c'est la raison pour laquelle ils s'attellent davantage à jeter un discrédit sur le processus électoral. C'est une manière subliminale de préparer l'opinion sur le fait que lorsque nous allons rater, la seule possibilité pour nous de rater le vote, c'est parce que le scrutin n'est pas transparent, parce que le scrutin n'est pas crédible. Akere Mounara a lancé son offensive qui vise à démontrer que le Conseil constitutionnel est comprador, ce qui est totalement faux parce que juridiquement parlant, sa requête est condamnée à péricliter. Maintenant, surveiller le vote laisse planer un danger au niveau du peuple. Parce que j'ai suivi plusieurs acteurs politiques qui donnent l'impression qu'une fois que vous avez voté, au lieu de rentrer chez vous calmement, vous devez rester auprès des bureaux de vote, créer l'acgroupement, ce qui est totalement proscrit par le code électoral. Donc, lorsque vous avez décidé d'aller à une élection et que vous faites confiance à Elekam, qui jusqu'ici n'a pas commis de bavure électorale, et ça, il faut le saluer. Il faut saluer Elekam dans la diligence cette année, en termes d'études des dossiers de candidature, en termes de respect des délais et autres. À l'heure où nous parlons, le matériel de l'ECAM est déjà déployé sur le terrain. En termes d'ouverture démocratique, l'ECAM cette année a consenti à beaucoup de dialogues envers les partis politiques. Ce sont des éléments qui prouvent que l'ECAM est crédible. Mais voyons cela au niveau des candidats. Est-ce que le dispositif, est-ce que les candidats en lice, les 12, oui, enlevons celui du RDPC. Timothée nous dit que le RDPC a les moyens pour le faire, ils sont suffisamment représentés. Mais est-ce que les autres ont les moyens pour pouvoir surveiller le vote? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. D'abord, je ne serais pas aussi péremptoire que mon ami Timothée lorsqu'il dit que les dés sont pipés à l'avance, que le RDPC n'est pas vainqueur et tout. Ça. Non, il faut le laisser. Non, je ne l'ai pas dit. Oui, vous l'avez dit. J'ai dit le RDPC clairement, n'est pas vainqueur. Vous l'avez dit. Et donc, ne vous débinez pas, cher ami, sur ce que vous avez dit. Et donc, j'ai été un peu surpris parce que nous sommes dans un contexte, et ce que je constate, c'est que la frilosité que nous a servi quand même le système RDPC cette année, en excluant certains partis politiques, en s'immisçant avec flagrance dans la composition et même dans le jeu des alliances des partis. Mais est-ce que c'est le RDPC qui a exclu les partis politiques? Non, ce que je veux dire, n'est-ce pas, c'est que cette frilosité-là renseigne au moins de quelque chose. C'est que même en face, on n'est même plus sûr d'avoir les victoires souvent acquises au travers des méthodes vicieuses que l'on sait, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je crois qu'il va falloir faire un peu plus d'efforts pour mériter cette victoire-là. Surtout que ceci vient s'ajouter à un contexte de colère et de frustration généralisée. Non, docteur Ebouté, je voulais qu'on soit clair. Le RDPC n'a exclu personne. Ils sont allés au Conseil constitutionnel. Ce que je suis en train de dire, c'est que... Et c'est les décisions du Conseil constitutionnel qui ont peut-être écarté certains candidats. Il faut également... Il n'y a pas eu une déclaration du RDPC ou d'un autre parti indiquant que tel ou tel ne doit pas faire... Je suis en train de tempérer un peu l'enthousiasme de mon ami. D'accord. Qui pense que les dés sont pipés, le RDPC a gagné, le tapis est là. On doit passer à autre chose. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut faire très attention
Dans ce contexte, avec ce peuple que nous voyons là, et Somba, tu vas me laisser terminer. Maintenant, je réponds à votre question pour dire que cela rejoint ma première prise de parole tout à l'heure sur le sujet. À savoir que moi, je milite pour ce que j'ai appelé l'unicité stratégique des forces du changement. À défaut, je me répète là, à défaut d'avoir trouvé ou de trouver une candidature consensuelle ou un candidat unique, je crois qu'il pourrait faire le minimum. Et ce minimum-là, justement, peut balayer d'un revers de la main la question des moyens, la question pécuniaire et autres, qui ferait qu'on peut s'entendre. Est-ce que vous, qui êtes reconnu, puissant dans le Grand Nord, ainsi de suite, vous pouvez nous promettre tant nombre de scrutateurs qui peuvent faire un maillage efficace au niveau des bureaux de vote de ce côté? Oui. Est-ce que à l'ouest, on peut avoir un parti qui peut le faire, ainsi de suite? On peut partir sur cette base-là. Et je crois que cela est plus réaliste. Quel parti a cette capacité-là? Non, les discussions qui se font. L'UNDP a cette capacité. Vous savez, l'UNDP puissant. Vous savez, les stratégies sont par essence secrètes. C'est l'alliance politique, comme le disait Charles. Les stratégies sont par essence secrètes. Vous ne savez pas ce qui se discute dans les plateformes en ce moment. Le problème n'est pas les stratégies. Non, ce que je dis, vous ne savez pas ce qui se... Justement, c'est ça. Vous ne savez pas ce qui se discute en ce moment dans ces plateformes. Qu'est-ce qu'on arrête pour justement rendre que cette stratégie prenne corps au niveau du terrain? Vous ne savez pas ce qui en ressortirait, par exemple, des discussions de Fouban et de Yaoundé récemment. Parce qu'on a vu des... Non. Ne soyons pas sentencieux. Je voulais relever deux faits. Monsieur Somba, sur le plateau, se comporte comme comptable du RDPC. Vous n'êtes pas comptable. Vous n'êtes ni comptable. Permettez. Oh là là. Oh, tu parles là, je me taisais, non? J'avais mal quand tu parlais, mais. Oui. C'est-à-dire, vous n'êtes pas comptable ni du RDPC, ni de Force du Changement pour venir sur ce plateau nous dire que tel est démuni. Avec des insultes, je trouve cela intolérable et inacceptable. Il faut faire mention honorable. Deuxième chose, venir dire sur ce plateau au Camerounais que le fait que certaines parties soient au Conseil montre qu'ils sont impréparés. Mais j'ai dit, le RDPC est également entraîné là-bas. Donc tu vas donc dire et déduire que le RDPC est impréparé. Je te laisse avec... S'il te plaît. Mais il était traîné là. Comme d'autres partis ont été traînés. Et vous avez tout fait d'englober pour dire que l'opposition est impréparée. Ce n'est pas sérieux, mon ami, et son en tant que journaliste. Donc je suis en train de dire ici que je suis d'accord avec ce que le docteur Eboutou dit tout à l'heure. S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. Il n'était pas là à l'heure, maintenant il m'empêche de parler. Donc je suis en train de dire que, en ce qui concerne la stratégie de l'opposition, et là, le docteur Eboutou en a effleuré, il ne me revient pas d'en parler ici, mais il y a une mutualisation des forces. Cela est dit, cela est recensé tous les jours. Et j'ai dit qu'au sein de la plateforme qui continue de fonctionner jour et nuit, des rencontres sont entretenues, pas sur la place publique comme M. Wessamba voudrait, qu'on vienne lui dire comment le petit déjeuner le matin, à midi, qu'est-ce qu'on a pris le soir, mais c'est de la stratégie. Et on peut vous laisser voir le désordre apparent, mais dans ce désordre, il y a quelque chose de plus sérieux qui se construit et qui se bâtit. Je repose la question, Léo, autrement. Il y a quand même parmi les candidats en lice certains qui ne sont pas d'accord avec l'idée de l'Alliance, qui évolue en solo. On les voit, on voit comment ça se passe. Alors, si les forces du changement, j'emprunte l'expression du docteur Eboutou, si les forces du changement n'arrivent pas à se mettre d'accord pour pouvoir, par exemple, se passer les scrutateurs dans les régions, telles est plus représentée, etc. Si cela n'arrive pas, est-ce que finalement la surveillance du vote sera garantie? Très bonne question. Je réponds également de manière claire. Il y a sur la place 2 ou 3 partis à ma convenance qui veulent faire cavalier seul. Ça, c'est connu. C'est leur stratégie et leur choix. S'ils veulent venir vers la dernière seconde, c'est tant mieux, on acclame. Pour ce qui est de la surveillance des bureaux de vote, c'est un terme qui nous a toujours posé un sérieux problème, parce que nous pensions que celui qui organise matériellement l'élection devrait assurer cette transparence dans les bureaux de vote. Tel n'est pas le cas. Nous assurons. Avec les acteurs des partis, bien entendu, les acteurs du processus électoral que sont les partis. Bien sûr, nous assurons. On ne le fait pas seul. Aujourd'hui, nous sommes dans la formation des scrutateurs. Je ne peux pas venir sur ce plateau vous le D'accord. J'évolue dans la partie septentrionale. Il y a une équipe là, maintenant, je peux vous le dire, qui est engagée sur le terrain. À l'ouest, une partie qui est engagée sur le terrain. Donc, c'est une formation. On recycle le personnel existant. Nous ne sommes pas des novices
dans l'organisation des élections. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Si les plateformes, si les alliances n'arrivent pas à des résultats concrets, est-ce que finalement on aura une surveillance des élections dans une forme plus acceptable? Oui, je crois que cette année, ça aurait... Plus que par le passé, je suis certain que cette année, la surveillance dans les bureaux de vote va se faire de manière plus efficace et concertée. C'est vrai, en une minute, il ne faudrait pas qu'on déplace le débat et qu'on joue le jeu de ces petits partis politiques. Écoutez son vocabulaire. Non, pas de petits partis. Écoutez son vocabulaire. Non, quel scientifique? Quel petit parti tu parles? Parlons des partis politiques. Quel poids? Le poids électoral est une donnée. Monsieur, c'est en 2000, c'est la préhistoire 2018. Il faut comprendre cela. Léo, c'est de la préhistoire. Vous laissez qu'il continue aussi, Léo. Non, je veux qu'il affine son vocabulaire. Alors, ne jouons pas ce jeu. Donc, parlons des partis politiques, ne parlons pas des petits L'issue d'un partis. scrutin ne dépend pas de la surveillance du vote. L'issue d'un scrutin, autant pour moi, dépend de votre capacité à fédérer les énergies, à tirer les électeurs. Donner l'impression que l'élection présidentielle se joue à l'hôtel de la surveillance, c'est dire que l'ECAM ne peut pas garantir l'impartialité et la transparence du scrutin. C'est une évidence. Lorsque le peuple vous choisit, vous n'avez même pas besoin de surveiller le vote. Ça transparaît, ça respire. Le souci, c'est qu'on déplace le débat pour jeter le discrédit sur l'organisateur matériel de l'élection. Et on passe le temps à dire au peuple, allez surveiller le vote, allez faire ceci. Que veut dire surveiller le vote? On peut t'expliquer? Pourquoi nous nous sommes dotés d'un organisme indépendant? Nous sommes partis d'ONEL 1 à ONEL 2, aujourd'hui à l'ECAM, avec des révisions de code électoral. Pourquoi? Parce que le processus se bonifie. Oui, mais Timothée, il faut quand même, Timothée, il faut reconnaître que l'élection présidentielle au Cameroun est encadrée par une loi qui prévoit un ensemble de choses. Le rôle, par exemple, des observateurs électoraux, ce n'est pas nouveau, c'est prévu. Les scrutateurs, c'est prévu. Les représentants des partis politiques dans les bureaux de vote, tout cela est prévu. Donc, notre question, notre préoccupation en ce moment, c'est de savoir est-ce que tous ces éléments seront mis ensemble pour qu'à la fin, qu'on dise qu'on a eu un scrutin transparent, un scrutin crédible. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de lire les gens. Le MINAT a déjà commencé l'accréditation des observateurs. Et je sors rapidement en prenant une monographie. Le cas du FDC, qui a réussi à avoir un conseiller régional, alors qu'il n'avait pas de conseiller municipal conséquent. Parce qu'on est seul dans l'isoloir. Et le cas du FDC nous démontre que vous n'avez pas besoin de surveiller le vote pour que votre voix soit validée. Histoire. Tu n'es pas sur le terrain pour voir la réalité des choses. Tu ne peux pas dire ça. Ne reste pas dans les bureaux climatisés pour dire des choses. Allez voir sur le terrain la réalité des faits. Je suis non. Tu ne peux pas dire ça. Il faut aller sur le terrain pour voir ce qui se passe. On ne peut pas couvrir parce qu'il y a que les gens dans les bureaux de vote. Si vous permettez, je voudrais dire une chose. Il faudrait qu'on soit un tout petit peu sérieux sur le plateau. Et lorsqu'on est journaliste, le journaliste est celui-là qui se base sur des faits. Voilà. Et lorsque vous faites un certain nombre de déclarations aussi, moi, ça me dérange. Intempestif. Ça me dérange en tant qu'acteur politique et communicant d'une formation politique aussi sérieuse comme l'UNDP. Première des choses, je vais d'abord commencer par là où vous avez chuté qu'on n'a pas besoin de surveiller le vote. Attention. Vous êtes en train de dire... qu'on n'a pas besoin. J'ai dit ce n'est pas la condition. Mais il se renie à tout moment. C'est pas la condition. Non. Permettez quand même que je finisse. Vous allez rebondir. Le modérateur va vous passer la parole. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Je voudrais un peu que les téléspectateurs nous écoutent aussi à la maison. Allons-y. Alors, quand vous le dites, ce n'est pas du tout sérieux et c'est une malhonnêteté intellectuelle de votre part. Et là, vous me traitez de malhonnête. Malhonnêteté intellectuelle, c'est aussi un terme technique. Ce n'est pas une insulte. Petit parti politique, c'est un terme technique. Alors, vous êtes en train de dire que le législateur camerounais avait mal fait de prévoir dans les textes que lors du processus électoral qu'il y ait des scrutateurs. Ce que vous êtes en train de dire là, le RDPC qui est suffisamment implanté lors des échéances électorales, comme cette consultation électorale la plus importante, aura des scrutateurs. Ils pouvaient aussi s'asseoir chez eux et dire qu'ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils sont confiants que sur l'ensemble du territoire national, ils ont des représentants. Ça, vous faites faux.
Deuxièmement, prétendre pas ce que j'ai dit. Permettez, attendez votre tour de parole. Prétendre que les partis politiques. Faites votre n'ont analyse. pas- Vous n'avez pas qualité pour apprécier mes paroles. Faites votre analyse à vous. Prétendre que les partis politiques n'ont pas suffisamment de moyens, c'est une insulte, S'il vous plaît, à l'endroit laissez des partis qu'il- politiques. Je vais vous Je ne rappeler une prétends pas, chose. vous n'avez pas de moyens. Je vais Vous vous êtes rappeler une comptable. chose. Je suis Ce sont membre les de la faits. cellule Mais non, nationale vous de n'êtes pas dans communication de notre enquête pour l'UNDP. savoir. Je suis membre national de la cellule nationale de communication de l'UNDP. Alors je parle avec des faits Comment vous pouvez dire vérifiables ça? et que vous pouvez vérifier. L'UNDP, je vous rappelle que l'UNDP est présent dans 5 régions sur 10. Est-ce que vous le savez? C'est la faiblesse. Il faut être présent dans les 10 régions. Permettez, sur le plan constitutionnel, ça veut dire quoi? Quand on dit qu'on est présent, ça veut dire que nous avons des élus dans ces 5 Vous avez 10 suiveurs. En termes de présence, nous avons régions. 10 suiveurs. Et maintenant, C'est passable. le parti est implanté sur Mention toute l'étendue passable. du territoire national. Nous avons la capacité de mobiliser au moins même 4 scrutateurs dans chaque bureau de vote. D'accord. Dans les 33 000 bureaux de vote, nous en avons les moyens. à la Il faut sortie de cette arrêter élection et c'est un danger nous parce voulons- que c'est vous qui inféodez l'ordinateur cérébral des potentiels électeurs pour les intimider psychologiquement l'UNDP et est un petit prétendre parti que politique. l'élection Merci, est Roméo. connue d'avance. Ce n'est pas normal. C'est la course à Et la médaille d'argent. il faudrait arrêter ça. Parce que si les Camerounais aujourd'hui doivent prendre des décisions, c'est vous. C'est nous, les journalistes, qui D'accord. devons les encourager, qui devons les galvaniser. On ne doit pas les décourager. Et Comme- ça, c'est une malhonnêteté Un seul mot, intellectuelle, c'est ce s'il que je disais. Oui, rapidement. Bon, rapidement. Nous disons à l'Union démocratique du Cameroun que cette élection, le résultat de cette élection sera accepté par tous si Elekam fait patte blanche, montre patte blanche. Nous avons déjà... Non, là, on n'est pas d'accord La avec vous. contestation J'en arrive. Mais, s'il vous plaît, non, de validité le processus d'une élection. électoral ne se limite pas à Elekam. Bon, j'enlève Elekam. Non, attendez, on Oui, va d'accord, continuer. oui, Le processus oui. électoral, c'est Elekam et les autres acteurs du processus électoral. D'accord, Donc, oui. vous avez les partis politiques, vous avez les médias, Oui, la vous avez la société civile, société civile, etc. vous avez l'agent du gouvernement dans cette affaire. Donc, D'accord. toutes ces entités-là Donc, doivent j'en se arrive. mettre ensemble pour que nous ayons un élection scrutin. crédible. Voilà. Donc, Nous ne avons- mettez pas ça sur le dos de... Non, Elekam. j'enlève Elekam. Voilà, je suis d'accord. Nous avons, dans le cadre de la plateforme, mis à disposition un document pour une révision consensuelle du processus électoral au Cameroun. Non, on n'en est pas. Ce non, n'est pas la non, non, question j'évolue, maintenant. j'évolue, C'est pas la j'évolue. question Non, non, maintenant. non, bon, je Vous laisse la allez à question. l'élection Le discours d'abord des petits avec... partis Celui qui pose la- Vous allez à l'élection avec le code électoral. J'ai compris. Non, nous Ne revenons pas sur je suis sur ça. la C'est pour révision, c'est dire- après. Non, mais je comprends. C'est pour dire ici, et c'est vrai que à l'issue de l'élection qui arrive, nous aurons nos résultats. Si nous avons gagné, personne ne pourra nous frustrer. D'accord. Si nous avons perdu, nous serons les premiers à Vous allez saluer. perdre. Écoutez, les oiseaux de mauvaise de tous les trous, vous venez de ranger sur les plateaux. Comme d'habitude, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le gouvernement vole le secours des parents d'élèves dans la perspective de la rentrée scolaire prochaine. Eh bien, une opération spéciale de vente promotionnelle des fournitures scolaires et autres produits de grande consommation est organisée à l'intention des parents d'élèves et autres consommateurs à l'esplanade du boulevard du 20 mai. Regardons Luc Magloire Bargatana qui a visité le site. J'ai vu que du beau. J'ai entendu aussi des choses intéressantes, notamment l'adhésion des populations qui sont les bénéficiaires de cette opération. L'opération n'a de sens que si évidemment les bénéficiaires, dans le cas d'espèce des parents et les consommateurs, s'ils sont satisfaits, alors l'opération prend tout son sens. Je relève pour m'en féliciter que année après année, la mayonnaise prend. Les opérateurs sont de plus en plus nombreux, se bousculent. Il n'y a même plus d'espace sur le boulevard pour contenir tous les opérateurs. Et les parents aussi ont compris, ont intégré le concept qui est à leur avantage avec des baisses de prix, de mon point de vue, importantes. Hein. Il y a des baisses substantielles de prix. C'est bien. Le commerce de proximité, nous plaidons, le gouvernement plaide pour le commerce de proximité, pour la relation de confiance. Le président de la République plaide pour une société de confiance. La confiance entre le client et le vendeur. Et nous pensons que de ce point de vue, ça y est, c'est bon. La confiance est désormais installée.
Dans la deuxième partie de ce programme, nous parlons du Cameroun. Dans la nouvelle donne cacaoyère, mardi 19 août, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargatangna, a reçu le président de la World Cocoa Foundation, Christ Vincent. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur général de l'Office national du cacao, Michael Ndoping, et de Youssouf Ndjoré, qui est directeur pays de la World Cocoa Foundation en Côte d'Ivoire. À la suite de cette rencontre, la presse, dans son analyse de la situation de la filière cacao, rappelle que nous sommes dans un contexte marqué par le durcissement de la réglementation et d'exigences nouvelles en matière de traçabilité et de transparence. Il faut par exemple tenir compte de la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur la déforestation, garantir la durabilité, la soutenabilité des prix aux producteurs, intégrer les déficits d'approvisionnement persistants ainsi que la volatilité des cours. Alors, question de manière panoramique, quelle est, selon vous, la place du Cameroun dans l'économie cacaoyère mondiale? Le journal en ligne Investir au Cameroun annonçait une production de 280 000 tonnes en 2025 dans un contexte de hausse des prix. Notre situation, elle est confortable? Oui, je dirais déjà oui, parce que si on rentre un peu en arrière, on va se rendre compte que l'année 2023 à 2024, la production était environ 266 000, si je ne me trompe pas, tonnes, et en 2025, on parle de 200, vous avez dit 280 000. Alors, le Cameroun est en bonne pole position, mais il faut rappeler, comme eux-mêmes, ces experts ont souligné que, vous savez, lorsqu'on met sur pied une plantation de cacao, il y a un certain nombre de choses. L'impact environnemental, parce que pour créer votre champ de cacao, vous êtes souvent obligé de déclure un certain nombre d'arbres et tout ça. Mais c'est ce que l'Union européenne refuse maintenant. Oui. On a à refaire les plantations existantes au lieu d'en créer de nouvelles. Tout à fait, parce que si on refait des plantations existantes, cela va plutôt, moi je pense, booster la production. Les Camerounais et les téléspectateurs doivent savoir que le Cameroun est un acteur majeur, parce que le producteur, le producteur qui est le petit Camerounais qui vit à Londom 2 dans l'arrondissement de Kola, a réussi à faire des chiffres d'affaires et cela lui a permis de réaliser un certain nombre de projets. Mais cela ne doit pas nous endormir, parce que l'analyse dans la situation dans la filière cacao nous montre quand même qu'il y a une poignée d'intermédiaires qui ont pris, je ne veux pas les appeler comme ça, c'est votre mot là-bas, ils ont pris le cacao en otage, au point où finalement le maillon le plus faible de la chaîne, le producteur, ne tire plus avantage de ce qu'il devait avoir de son travail. Et ça, c'est un problème à régler, même si fondamentalement, on est bien parti. Oui, mais sur la place africaine du cacao, il faut être clair dessus. Le Cameroun, aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais sur le café, j'aurais pu dire plus que ça. Sur la place du cacao, le café camerounais est à la recherche d'un label qu'on appelle le cacao fin. Ça, il faut le dire. Cacao fin du Cameroun. Je crois que le ministre du Commerce qui est là aujourd'hui a fait un travail extraordinaire dans la qualité du cacao camerounais. Les prix ne montent pas, comme vous voyez là, pour rien. Non, c'est un travail qui est fait en amont pour que les prix montent aujourd'hui. Et l'avantage, c'est que, ayant fait ce travail-là et les producteurs ont suivi, le prix du kilogramme, le premier bénéficiaire, c'est le cacaoculteur camerounais. Ça, il ne faut pas perdre de vue. J'ai fait comparaison avec le Ghana. Le Ghana, ce dernier temps, a connu une embellie comme le Cameroun. Mais ce n'est pas dans la gibecière ou dans le portefeuille du producteur. Il n'y a eu rien. Avec leur monnaie qui est faible aujourd'hui, il n'y a rien eu comme retombée. Au point où aujourd'hui, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont presque liés, parce que le premier producteur et le second, qui sont presque liés, se demandent comment est-ce qu'au Cameroun, on a fait pour qu'il y ait des retombées pour l'agriculteur sur le terrain, alors que chez eux, ils ne comprennent pas pourquoi. Je veux dire que le problème aujourd'hui n'est pas seulement de produire beaucoup. Il faut produire en qualité. Les consommateurs, les grands acheteurs aujourd'hui sont préoccupés par la qualité du cacao qu'on achète. Et c'est une préoccupation pour le gouvernement camerounais, parce que le ministre le dit tout le temps, la fève venant du Cameroun doit être une fève de bonne qualité qui se vend sur le marché. Maintenant, comment se débarrasser de ces intermédiaires qui
qui font la peau aux producteurs. Je crois qu'il faut continuer, et je suis d'accord avec Daci, saluer l'effort qui est fourni par le ministre du Commerce, Luc Magloire Tangana Mbarga, qui, de mon point de vue, son travail est lourdement apprécié par les cacaoculteurs qui trouvent quand même qu'il s'y met, peut-être parce que c'est quelqu'un qui s'est lancé dans la profession à partir justement des effets du commerce, parce qu'on sait ce qu'il faisait en Europe avant de rentrer au gouvernement, dans cette veine-là. Quand je le dis, je crois que le problème, de mon point de vue, c'est de conforter notre position. Nous sommes 3e ou 4e, je crois, mondial, derrière la Côte d'Ivoire, le Ghana. Mais, comme l'a dit Daci, il y a que ce que nous avons vu depuis 5 années au Cameroun, où nos cacaoculteurs se sont sentis valorisés. Cela devrait, de mon point de vue, être capitalisé par les politiques publiques pour travailler dans le sens d'une véritable industrialisation de la chaîne cacao. Et quand je parle de la chaîne industrielle, je vois quelque chose de sérieux en termes de politique publique qui part de l'accompagnement des productions, des fèves, jusqu'à la transformation, in fine. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'au-delà des devises qu'on fera entrer au Cameroun, il y aura que les uns et les autres commenceront même à s'impliquer dans cette affaire-là qui, pendant plusieurs années, a été souvent léguée entre les mains des petits cacaoculteurs du village sans grande importance. Timothée? Oui. Et les propos de David me font comprendre que la présupposée ou alors la préjugée frilosité du gouvernement n'est pas réelle. Si on a des embellis dans le cacao, on a des embellis dans le secteur de l'énergie, on a des embellis dans le secteur portuaire, ça veut dire que la statistique de la Banque mondiale qui voudrait que 6 Camerounais sur 10 vivent au-dessus du seuil de pauvreté est une très bonne statistique. Non, je peux te proposer l'autre. L'INSK au Cameroun dit que 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs. Il faut vérifier. L'INS, oui, c'est vrai. Tempérons les propos. Monsieur Léopold Daci, c'est pas moi qui le dis. 6 Camerounais sur 10 vivent avec plus de 1250 francs CFA. Tu dis vrai qui ment maintenant. Ce sont les Restons chiffres. Restons sur le cacao. Voilà, les chiffres. Et le gouvernement, dans sa logique d'améliorer les conditions de vie du Camerounais, dans un contexte de non-renouvellement des accords coloniaux qui ont eu un impact sur le prix du cacao, a lancé les ventes groupées par le ministère du Commerce qui ont permis que le kilo de cacao arrive à 5 000 francs. Mais ce n'est pas ici qu'on va venir donner des injonctions au gouvernement sur la gestion du cacao. Parce que le ministre Luc Magloire Mbargatana, qui est conscient de ce qu'en termes de climat, le Cameroun, après le Brésil, a le meilleur climat pour la production du cacao, s'est mis très tôt à organiser les campagnes, à accompagner les producteurs. Ils ont même fait des motions de soutien pour remercier cet accompagnement. Le gouvernement du Cameroun soutient déjà l'industrialisation. Nous avons une aussi industrie qui est là. Il y a une nouvelle compagnie, pour ne pas faire la publicité, qui a ouvert du côté de Mbankomo, toujours pour industrialiser la vente du cacao. Pourquoi? Parce que le cacao est susceptible d'entraîner la production de plusieurs produits. Ne plus exporter la fève brute est à l'avantage des producteurs locaux. Et c'est dans ce sillage que le gouvernement est. Même le phénomène des corsaires aujourd'hui est quasiment nul. Pourquoi? Le gouvernement organise les ventes groupées, fait venir les gros acheteurs et c'est dans ce sillage qu'il reçoit tous les jours les industriels suisses, les industriels belges qui sont parmi les meilleurs chocolatiers du monde pour qu'ils cessent de subir le diktat des intermédiaires et viennent rendre riches les producteurs de cacao. Parlons du centre de formation professionnelle au métier de Banjoun dans le département du Kounki, région de l'Ouest, dont le démarrage effectif des activités est annoncé au mois d'octobre prochain. Les équipements pour une formation initiale continue ou en alternance sont attendus. Un atelier de formation de rodage assorti d'un plan d'action prioritaire a eu lieu à Banjoun à l'intention de l'équipe d'animation administrative et pédagogique. Madame Virginie Dago, directeur de l'Agence française de développement du Cameroun, vient d'effectuer une visite d'inspection de l'ouvrage financé à hauteur de 700 millions de francs CFA par l'AFD dans le cadre du projet C2D. On regarde ces déclarations recueillies par Marc-Aurel Yonga de CRTV Ouest au sortir de la visite. Je suis venue à Banjoun pour visiter le centre que vous voyez derrière moi, qui est un centre de formation professionnelle. Et il se trouve que l'AFD finance
et accompagne le ministère de la formation professionnelle dans le cadre d'un programme de construction de centres de formation professionnelle. Celui de Banjul, qu'on voit là derrière, est le plus avancé. Les infrastructures sont prêtes, les équipements vont arriver bientôt dans les prochaines semaines et l'équipe de gestion est en train d'être mise en place. Il y a déjà une assemblée générale. On sait que, il y a trop de jeunes qui sont en recherche d'opportunités d'emploi, voire d'être formés pour créer leur propre micro-entreprise. Et si ce centre, comme vous le dites, est sur le point de démarrer en fin d'année, c'est parce qu'il y a eu une rencontre entre l'intérêt du secteur privé, qui sera vraiment à la manœuvre, qui a besoin de jeunes formés, et ce besoin de former les jeunes. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre ? On attend un centre qui proposera des formations vraiment adaptées aux besoins sur le terrain. Nous avons décidé du démarrage des activités du centre en octobre. Nous avons procédé au recrutement de l'administrateur du centre. Bien sûr, et ses collaborateurs aussi. Nous leur demandons d'appliquer à la lettre le plan d'action prioritaire qui ont été définis, qui est en somme un instrument de pilotage. Nous sommes confortés par l'engagement qui a été pris par l'autorité de tutelle, confortés aussi parce que dans cet exercice, nous recevons l'onction du président de l'Assemblée générale. La hausse annoncée de la production de fèves devrait être une source importante de recettes d'exportation supplémentaires pour le Cameroun, dont le cacao est cité parmi les principaux produits de rente. Le Cameroun serait donc, à ce qu'il semble, quand je vous écoute, une solution alternative complète au déficit mondial. Mais est-ce qu'il faut nécessairement continuer à porter le message d'optimisme, le message d'espoir pour la filière cacaoyère camerounaise? Est-ce qu'on ne perd pas de vue certains détails qui pourraient nous échapper? Bien entendu, moi je crois qu'il y a un message d'espoir. Il y a surtout un intérêt à entretenir cette filière-là, qui est une source de richesse éternelle. Vous savez que le cacao est le premier produit d'exportation après le pétrole. Après le pétrole. À la différence que le pétrole, lui, il est tarissable et le cacao est éternel. Donc, c'est déjà une raison majeure pour que, voilà, ceux qui sont engagés dans cette chaîne de production-là continuent. Maintenant, nous en appelons justement à l'appui et à l'ingénierie des politiques publiques pour qu'effectivement, nous tirons profit de toute cette chaîne de valeur-là qui est issue. Alors, je pense qu'il faut rester optimiste. Et nous devons plutôt parler d'un espoir au-delà des attentes. Notre parti, qui est l'Union nationale, le Parti de l'Espoir, voilà, le Parti de l'Espoir. Vous parlez du cacao aussi? Oui. J'y arrive avec le programme qui a toute une très grande réforme sur le plan politique et économique. Si aujourd'hui, nous avons le meilleur cacao, l'un des meilleurs cacao au monde, et que le petit cultivateur peut facilement vendre son cacao qui sera transformé ici sur le plan local, je pense qu'il gagnera beaucoup plus. Et c'est dans cette lancée que nous comptons améliorer l'agriculture en apportant tous les éléments nécessaires à l'ensemble des producteurs de cacao. Si aujourd'hui on va peut-être perdre espoir, ça sera refuser de regarder le soleil en face parce que l'horizon est lumineux, l'avenir est beaucoup plus fleuri et les choses qui s'annoncent pour le lendemain des grands cultivateurs sont beaucoup plus meilleures. Sauf qu'il faut faire attention parce que les prix qui remontent chaque année, au même moment, il y a des Camerounais qui se sont mis à détruire les forêts parce qu'il faut faire des cacaoyères. Il faut intégrer cette donnée-là, qui est d'ailleurs une donnée essentielle pour ceux qui achètent le cacao au Cameroun, comme l'Union européenne. L'Union européenne, oui. Il faut dire, comme je l'ai dit d'entame, que le défi du Cameroun aujourd'hui, c'est d'avoir un label. Ça, il faut le dire. Et je crois qu'au ministère du Commerce, c'est la bataille. Le label camerounais, le cacao fin.
C'est la bataille aujourd'hui. Même au niveau du café, hein, ça a été... Bon, on en fera notre débat là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est le label. Et je crois qu'au niveau des autorités, que ce soit le ministère de l'Agriculture, au niveau du commerce, c'est de travailler en synergie pour que le planteur produise un cacao bio et de qualité. Si nous arrivons à imposer ce label-là, que les gens ne sèchent plus le cacao sous la fumée ou bien sur le goudron, si on arrive à éliminer toutes ces mauvaises pratiques, je crois qu'il y a lieu de se féliciter que le cacao camerounais sera des plus meilleurs. Et de deux, n'oublions pas, et je le dis, je suis souvent le débat sur la place ivoirienne à Abidjan, ou comme à Accra au Ghana, ils prennent pour référent au Cameroun par rapport à la pratique de l'écoulement ou de distribution du cacao camerounais, comment est-ce que les prix grimpent. Et là, le dernier point, c'est qu'il y a quand même deux conjonctions qui favorisent cette montée des prix, cette embellie-là. C'est les conditions climatiques. Tout à l'heure, mon ami me disait que le climat du Cameroun est favorable, mais disons, faisons attention, le changement climatique est là derrière nous et ça guette tout le monde. Deuxième chose maintenant, au niveau de la qualité du cacao camerounais que nous avons, c'est que la consommation interne au Cameroun devient de plus en plus énorme et monte en flèche. Vous avez les entreprises qui naissent là et là. Ça veut dire que les expatriés, les grands consommateurs mondiaux sont en concurrence aujourd'hui avec la consommation interne. Donc, il y a de ce point de vue, il faut se féliciter, il faut encourager le producteur camerounais. Oui, j'aimerais dire ici, Séverin, que la vente du cacao, qui est une culture de rente, repose sur une politique publique structurée, sur des données économiques vérifiées et vérifiables. Et il ne faut pas donner l'impression que l'embellie du prix du cacao acheté au Cameroun est tombée du ciel. C'est le fruit d'une politique publique qui a permis au Cameroun de sortir du carcan de la détermination du prix à l'extérieur. Dans un contexte où il y a chute de la production de cacao en Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont découvert des mines d'or, ils veulent maintenant exploiter l'or, le Cameroun joue une belle partition. Et comment est-ce que le gouvernement camerounais a anticipé? À l'époque, les producteurs de cacao étaient comme l'opposition camerounaise, dispersés et incapables d'avoir une politique consensuelle. L'État qui est la figure tutélaire, ne manque pas d'occasion, hein? L'État qui est la figure tutélaire a compris qu'il faut accompagner les producteurs. L'État a redynamisé la Sodecao, qui, il y a moins de mois, est allé inaugurer une plantation en Ngomediap. On accompagne au niveau des semences, on accompagne au niveau de la gestion de l'impact environnemental, on accompagne au niveau de la récolte du cacao, on accompagne jusqu'au niveau de la vente. Pourquoi le prix est fort au Cameroun? Parce que le Cameroun est maître de son prix. C'est le Cameroun aujourd'hui qui détermine son prix. Mais rien n'étant éternel et toute chose étant essentiellement réversible, il faut juste soutenir l'action gouvernementale pour que la communication soit une communication de pédagogie, de sorte que les agriculteurs ne soient plus seulement ceux qui vont cultiver le cacao, mais ceux qui font des séminaires pour pouvoir anticiper sur des éventuelles fluctuations mondiales. Merci à vous, merci pour vos contributions, merci à vous qui prenez la peine de regarder Scène de Presse tous les dimanches soirs. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Si plaît à Dieu, nous nous retrouvons une prochaine fois sur ce même plateau. Mesdames, Messieurs, bonne suite des programmes sur la CRTV.